Bonjour Dominique Lestel, Bonjour Andrés. merci beaucoup pour l'opportunité. Le cycle des humanités 2021 est pour thème transversal recomposer les fils de la vie. Nous avons commencé l'année en traitant dans les deux premières rencontres de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'art. Nous sommes ensuite passés pour des réflexions sur la puissance vitale de l'imagination et sur l'existence toujours présente d'autres mondes possibles. Nous entrons maintenant dans notre thème formulé de manière provocante. Que nous disent les animaux? Ensuite, nous entrerons dans la problématique des poids humains et des intelligences artificielles. Ensuite, les questionnements sur ce que sont l'intelligence et l'esprit. Et enfin, nous terminerons l'année pour une réflexion sur les sagesses pour vivre e morrer. Ainsi, nous aurons réfléchi à des questions radicales, classiques, certes, d'une anthropologie philosophique, par exemple, mais qui se précise de manière quasi révolutionnaire pour de nouveaux fronts de recherche, comme celui d'une éthologie philosophique, portée par vous. Étant donné qu'elle permet un passage entre les entrelacs de la nature et de la vie, notre entretien sera très important pour l'ensemble de l'année. Merci beaucoup, Monsieur Lestel, pour l'occasion. Première question. Je voudrais commencer pour vous écouter parler de votre trajectoire intellectuelle, ce qui peut aussi nous permettre de réfléchir un peu à l'état de l'art, du riche champ de réflexion philosophique, voire de la philosophie de terrain, à l'interface entre écologie, éthologie, ethnologie, anthropologie. Comment votre parcours vous a-t-il conduit aux études éthologiques? Quelles sont vos influences? Comment percevez-vous l'état de connaissance et les répercussions de la révolution éthologique qui s'est produite depuis le milieu du XXe siècle? Au départ, mon travail a été très influencé par Bruno Latour, dont j'ai été un étudiant. Et dans la perspective de l'anthropologie des laboratoires de Bruno Latour, j'ai commencé à étudier le travail d'éthologues spécialistes de fourmis. Et ça a été mon travail de thèse. Donc, c'était une thèse très bizarre d'une certaine façon dans le milieu universitaire français, qui était à l'intersection entre les études d'anthropologie de laboratoire de Bruno Latour et les sciences cognitives émergentes de l'époque. Je me suis, à ce moment-là, d'ailleurs, beaucoup intéressé aussi à l'intelligence artificielle. En fait, j'ai fait ma thèse dans un laboratoire de recherche en intelligence artificielle. Et par la suite, j'ai fait un postdoc dans un laboratoire dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le Media Lab du MIT. Donc, je n'étais pas vraiment au Media Lab, mais je suis très vite parti au Media Lab travailler parce que c'est là qu'il se passait quelque chose. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser à des questions de cognition humaine et de cognition animale. Et j'ai été recruté à l'École normale supérieure au milieu des années 90 pour débuter un enseignement de sciences cognitives dans cette institution. Et progressivement et de plus en plus, ma démarche a été une démarche philosophique sur l'animal. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? Quels sont les rapports que l'homme peut entretenir avec les animaux? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec des animaux? Un autre philosophe qui m'a énormément influencé est Paul Shepard, que j'ai découvert par hasard dans une librairie de San Francisco. Ce n'est pas lui que j'ai rencontré, ce sont ses livres qui m'ont fasciné et dont une idée fondamentale est que l'humain se constitue dans la texture de l'animalité. Et ça, c'est une idée qui va être très importante pour moi, qui va être un des fondements de l'éthologie philosophique que je vais ensuite développer, puisqu'il s'agit de comprendre l'un de mes objectifs, l'un de mes projets était d'essayer de comprendre
ce qu'est l'humain dans la texture de l'animalité, c'est-à-dire ce que signifie être humain quand on vit avec d'autres animaux et par extension avec d'autres êtres vivants. Et c'est là où l'animalité ne constitue plus simplement l'horizon unique de mon travail, mais s'étend à tous les êtres vivants, à tous les agents vivants. Et je préfère la notion d'agent vivant, que ces agents soient des animaux, évidemment, mais que ce soit aussi des plantes. Et je me suis beaucoup intéressé, je m'intéresse beaucoup aux plantes et aux végétaux et aux champignons, que ce soit des agents artificiels. Et la question des robots me passionne beaucoup. J'ai passé 2 ans au Japon dans des laboratoires de robotique pour travailler sur des robots et sur la question des robots. Et mon dernier livre porte justement sur les robots et sur la question du vivant et dans quelle mesure on est obligé de repenser le vivant. Et je dis bien le vivant et pas la vie. On va peut-être revenir sur cette question. Pour moi, la vie est un concept que j'ai envie de dire de façon un peu provocatrice, très idéologique. Ce qui est véritablement travaillable, c'est le concept d'être vivant, ou plus exactement d'agent vivant. Qu'est-ce que c'est qu'un agent vivant et comment est-ce que l'humain devient un agent vivant au milieu des autres agents vivants? Donc il y a une extension aussi de l'idée de Shepard en considérant que l'humain se développe dans la texture des autres agents vivants, pas seulement des animaux, y compris des agents vivants artificiels. Et là, on est dans une mutation anthropologique, c'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose qui transforme profondément ce que signifie être humain. Parfait. Depuis votre premier livre, Parole des singes, en passant par l'animalité, jusqu'à votre essai de grand retentissement, Les origines animales de la culture, vous procédez à cette clarification mutuelle de l'animalité et de l'humanité. Un important changement de perspective a consisté à montrer que la différence entre animalité et humanité ne doit pas être confondue avec celle entre nature et culture, puisque non seulement il existe des cultures animales, mais que la culture elle-même a une origine animale. Eh bien, nous voici devant les champs féconds de l'éco-sémiotique, dans lequel la définition de l'homme comme animal symbolique, telle que défendue par Ernst Cassirer dans le silage du concert de Umwelt de Jacob Wexkull, apparaît complètement reconfiguré dans cette situation. Pourriez-vous préciser ce qu'est l'animalité et ce que nous devons comprendre pour une communauté hybride humaine-animale comme étant constitutive de l'humain? Alors, l'idée du livre sur l'animalité que j'ai publié en 1996, qui essayait d'être une première étape dans cette réflexion, c'était un livre qui tournait autour de la notion de communauté hybride, de partage de sens, d'intérêt et d'affect, et les 3 dimensions sont absolument essentielles. Et il y a effectivement cette dimension de sens. Alors, un autre courant qui m'a énormément influencé, qui est un courant qui est très peu connu en France, c'est celui de la biosémiotique, en particulier telle qu'elle se développe en Estonie. Autour de Tartu, il y a toute une équipe autour de Kalevi Kull qui a repris le projet de von Uexküll et qui l'a développé. Et la biosémiotique, c'est considérer que l'animal est un agent qui a une relation à son environnement sémiotique, c'est-à-dire une relation à travers la signification, à travers le sens. L'idée de von Uexküll, l'idée centrale de von Uexküll, comme vous le savez, c'est que des animaux d'espèces différentes vont avoir un rapport différent à un même environnement à cause de leur système sensoriel qui va être différent. Si vous êtes un chien, par exemple, vous allez être très olfactif, vous allez avoir un rapport très olfactif
à votre environnement. Si vous êtes un humain, c'est-à-dire un singe, vous allez avoir un rapport beaucoup plus optique, beaucoup plus visuel à votre environnement, ce qui n'empêche pas, et ça c'est une difficulté qui doit être pensée pleinement, ce qui n'empêche pas que certains individus à l'intérieur d'une espèce vont avoir aussi des relations différentes à leur espèce. Et la question du rapport à l'espèce, on y reviendra peut-être dans cet entretien, la relation du rapport à l'espèce me semble fondamentale pour des tas de raisons. Et ce qui m'a semblé important, ça a été une des choses qui m'a le plus intéressé au début des années 2000, c'est ce que j'ai appelé les animaux singuliers. Et un de mes livres porte justement sur cette question des animaux singuliers, c'est-à-dire des animaux qui ont des caractéristiques qu'on ne va pas retrouver chez les autres animaux de leur espèce. Exemple sur lequel j'ai travaillé, celui des singes parlants que vous avez évoqué, c'est-à-dire que les chercheurs américains dans les années 60-70, comme les Gardner, qui ont commencé à s'intéresser sérieusement à la possibilité de donner à des grands singes des capacités langagières ou linguistiques, se sont rendus compte que, en fait, le chimpanzé, ça n'existait pas. Il y avait des chimpanzés qui répondaient de façon beaucoup plus efficace que d'autres. Bref, qu'il y avait des différences interindividuelles. Pour nous, aujourd'hui, ça nous semble évident. À l'époque, c'était tout à fait révolutionnaire. Deuxième question à laquelle je me suis intéressé dans cette perspective, c'est avec une de mes anciennes étudiantes, Chris Herzfeld, où on a travaillé sur la capacité qu'ont certains grands singes de faire des nœuds. Un grand singe, en particulier des orang-outans, qu'on avait bien étudié, un orang-outan n'est pas supposé savoir faire de nœuds. Il ne sait pas faire de nœuds. Mais il y a 1, 2, 3 individus dans le monde qui savent faire des nœuds. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça signifie pour un animal d'avoir des capacités cognitives qui ne sont pas celles de son espèce. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire pour un animal d'avoir des caractéristiques que les autres membres de son espèce ne peuvent pas avoir. Ce qui donnait une vision de l'espèce un peu différente, parce qu'on a une tendance à avoir, en particulier en philosophie, avoir une vision de l'espèce très homogène, très homogénéisante. Tous les chimpanzés sont pareils, les baleines sont pareilles, les hérissons sont pareils, etc. Et c'est pas vrai. Il y a des différences interindividuelles qui sont très grandes et qui ne sont pas uniquement de personnalité, mais qui sont aussi dues à des capacités cognitives et des capacités à les exploiter. Parfait. Alors, il y a la question de la différence entre les concepts de sujet, individu et personne. C'est une question sur l'essence des concepts d'espèce. Il y a une transformation de le concept d'espèce face à les deux processus contemporains. Et le renouvellement éthologique qui fait que l'histoire naturelle, l'histoire culturelle et la biographie individuelle se croisent parfois au sein de l'animalité. Et, d'autre part, l'innovation technologique qui fait naître quelques étranges machines animalisées. Mon impression est que vous alimentez avec rigueur les études animalistes et écologiques actuelles, mais sans accepter la facilité d'un discours militant, généralisant, moralisateur et mal fondé. Comment s'élabore la question de la subjectivité animale et comment c'est la relation de la subjectivité avec l'espèce? Alors, comme vous avez rappelé, j'ai établi une différence entre 3 niveaux, entre le sujet qui est pris au sens phonexculien du terme, c'est-à-dire l'animal qui a un rapport à son environnement, qui a un rapport de signification, entre l'individu qui est un animal au sein d'un groupe donné qui va avoir un statut particulier, comme par exemple le leader dans une troupe de singes, et qui va pouvoir conduire à des biographies telles que les éthologues de terrain comme Diane Fossé, Jane Goodall ou Joyce Poole avec les éléphants, et beaucoup d'autres avec de multiples espèces animales vont pouvoir mettre en place. Et puis la notion de personne qui, dans la définition que j'en donne, est totalement liée au rapport avec l'humain. C'est-à-dire que
la personne animale ne l'est pas en soi, la personne animale l'est dans le type de relation que cet animal et cet humain vont avoir ensemble. Et cette approche relationnelle, contextualisée et située, je dirais même constructionniste, est très importante après dans mon approche, puisque c'est ce qui va déboucher sur ma conception du vivant, qui est une conception non biologique du vivant, même si le biologique est inclus dans cette façon de voir le vivant. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir du coup essayer de conceptualiser ce qu'est une biographie animale et ce qu'est du coup une vie animale. Donc là, vie animale, effectivement, au sens où on parle des vies d'hommes célèbres quand on fait de l'histoire grecque ou des choses comme ça. Et du coup, on peut effectivement donner des biographies d'animaux, ce qu'ont fait ces éthologues de terrain, qui, entre parenthèses, ont d'ailleurs été énormément critiqués par les éthologues quand ils ont commencé à travailler. Et donc, ces éthologues comme Jane Goodall ou Joyce Poole, qui ont non seulement différencié individuellement les animaux qu'ils étudiaient, mais qui ont reconstitué leur histoire, qui ont véritablement été les biographes de ces animaux et qui nous a permis de nous rendre compte de la complexité inattendue qu'avaient ces vies animales au sens de Plutarque, et de pouvoir arriver à un statut différent de l'animal. Alors après, il y a la question morale et la question éthique. Quel est le statut éthique, quel est le statut moral de ces animaux? Comme vous le savez, un livre que j'ai publié en 2011 s'appelle Apologie du carnivore. C'est une espèce de pamphlet aussi un peu anti-vegan à une époque où le mouvement vegan commençait à devenir très, très populaire et où les mouvements animalistes aussi commençaient à devenir très, très populaires. Je suis évidemment très soucieux du bien-être animal, mais en tant que philosophe, conceptuellement, il me semble important de l'établir sur des bases rigoureuses, et la posture végane, de ce point de vue, ne me semblait pas très rigoureuse, me semblait avoir des contradictions. Donc, que quelqu'un soit végane est quelque chose qui me semble tout à fait légitime, même si moi-même je ne le suis pas. Ce qui me gêne, ce n'est pas que cette personne soit végane, ce qui me gêne, ce sont deux choses. D'une part, qu'elle appuie sa posture végane sur une conceptualisation qui me semble peu rigoureuse, et d'autre part, qu'elle considère que quelque chose ne va pas en moi si je ne suis pas végane. Et j'ajoute immédiatement pour dire que la question du véganisme est différente de celle de l'élevage industriel, c'est-à-dire qu'on peut être parfaitement non végane et refuser l'élevage industriel, refuser la maltraitance animale, etc. Alors ça, c'est aussi un débat qu'on peut avoir avec des véganes. Est-ce que pour un végane, on ne peut pas être carnivore et refuser la maltraitance animale, puisque le fait même de manger un animal fait qu'on a un rapport, disons, ambivalent ou ambigu avec cet animal, en tout cas malsain. Une éthique carnivore, c'est une possibilité. Quels sont les principes, les pratiques éthiques de la carnivore? Les carnivores sont-ils plus proches d'une éthique animaliste que les végétariens? Peut-on prendre soin des animaux et les dévorer en même temps? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont plus proches, je dirais que c'est deux perspectives différentes et j'ai envie de dire complémentaires. Alors, vous savez que je considère qu'une certaine provocation est importante en philosophie parce que ça permet de pouvoir penser les choses, de pouvoir avoir des éléments à partir desquels peut se développer une vraie pensée. Et ma démarche est très influencée par une démarche comme celle de Karl Popper, par exemple. Je prends des hypothèses qui sont des hypothèses extrémistes et j'essaie de voir jusqu'où je peux les pousser, jusqu'où il est raisonnable de les maintenir. Alors, par exemple, une de ces hypothèses, pour répondre à votre question, c'est que en fin de compte, les carnivores sont les vrais animalistes. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer que on peut faire une lecture non végane du véganisme.
On n'est pas obligé de faire une lecture végane du véganisme, on peut faire une lecture non végane du véganisme. Et une lecture non végane du véganisme, et là, j'assume le fait d'être dans la provocation, évidemment, c'est de considérer que le problème du vegan, c'est de ne pas se compromettre avec l'animal, c'est de ne pas se souiller avec l'animal et de maintenir une situation d'apartheid alimentaire entre l'animal et lui-même. Donc, une éthique carnivore dans cette perspective, ce serait de dire que c'est bien de manger de l'animal parce que ça me permet d'incorporer de l'animal en moi, d'assumer complètement le fait que je me construis à partir d'animaux et à partir d'animalité et que je deviens un hôte de cet animal. Alors après, vous allez me dire, oui, mais c'est de l'animal mort, mais peut-être on peut le faire d'une autre façon, etc. Bon, il y a plein de questions qui se posent. Il y a un débat très, très vaste et très complexe qui peut se poser là. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'alternative, soit on est vegan et on aime les animaux, soit on est carnivore et on n'aime pas les animaux, est une alternative très sommaire qui ne peut pas être tenue en toute rigueur. J'ajoute que manger de l'animal, ça ne veut pas dire en manger beaucoup, ça ne veut pas dire en manger tout le temps, ça ne veut pas dire en manger n'importe comment. Au contraire, je pense que pour rendre hommage à l'animal, il faut le manger de bonne façon. Il faut le cuisiner de façon sophistiquée. Il faut lui rendre véritablement hommage. Alors, une objection qu'un vegan pourrait faire, c'est de dire, oui, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas les humains ? Mais cette objection est un peu dangereuse parce qu'elle pourrait être retournée. Quand le vegan m'explique qu'un animal, c'est comme un humain, je pourrais dire que dans ce cas, je n'ai aucune raison de ne pas manger de l'humain. J'aime les animaux et je suis carnivore. Je suis représenté pour votre position. Proche, la question suivante. Et je pense que toutes ces questions tiennent une dérive éthique pour la relation intersubjetive humain-animal qui est abordée pour les amis de mes amis. La question de l'amitié interspécifique. De votre projet de penser l'humain dans la vie et non plus contre elle, comment reformulez-vous la théorie et la pratique, peut-être, de l'amitié? L'amitié, c'est une question qui me poursuit depuis longtemps, qui me trouble depuis longtemps. Alors, je ne vais pas me psychanalyser ici avec vous, mais c'est une question qui est difficile, qui est complexe. Par exemple, je suis frappé par le fait qu'il y a très peu de textes philosophiques sur les ruptures d'amitié. Pourtant, on a tous été confrontés à des ruptures d'amitié, en particulier à des ruptures d'amitié incompréhensibles. On était très proches et tout à coup, on ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de fondamental. La question de l'amitié, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet au début des années 2000, c'était une question qui était quasiment exclusivement réservée en philosophie aux relations des humains les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on était encore dans un paradigme, j'ai envie de dire très aristotélicien ou très montaignen, c'est-à-dire c'était lui, c'était moi. C'est-à-dire que dans la philosophie grecque, on ne peut être ami qu'avec un similaire à soi. On ne peut pas être ami avec un esclave, par exemple, parce qu'il n'a pas le même statut social que soi. Montaigne, lui, avait une approche qui était très extrémiste, en disant que l'ami, c'était un autre soi. Donc, comment est-ce que la question de l'amitié pouvait s'appliquer aux relations ou aux rapports de l'homme avec l'animal, sachant que certains humains sont très, très proches de certains animaux, et que, inversement et symétriquement, certains animaux sont aussi très très proches de certains humains. Donc, est-ce qu'on peut parler d'amitié dans ces cas-là ou non? Et comment comprendre la puissance de telles relations pacifiques, privilégiées, entre un humain particulier et un animal particulier? Et j'ai pensé que la question de l'amitié était précisément l'espace dans lequel ça pouvait être discuté.
Et après se pose la question, évidemment, dans la perspective que j'adopte, de savoir si on peut être ami avec une plante ou avec un champignon. Et la réponse est oui, mais selon d'autres modalités encore. Et puis avec des objets, avec des artefacts. Et en particulier avec certains robots. Et vous savez que le phénomène du Tamagotchi, par exemple, est très perturbant de ce point de vue, puisque on est dans une relation qui est une relation très similaire à celle de l'ami, une relation de souci. Ce qui m'a fait réfléchir à ces artefacts en termes de machines pathétiques. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toute une catégorie d'artefacts qui sont des artefacts dont le seul intérêt ou le seul objectif est de vous obliger à vous occuper d'eux. C'est-à-dire que ce sont des machines d'auto-asservissement. Ce sont des machines qui sont destinées à vous asservir. Et là s'ouvre une autre histoire de la technique et de la technologie, qui n'est plus simplement une histoire de la technique avec des outils pour être plus efficace sur le monde extérieur, mais avec des agents artificiels avec lesquels on va entretenir des relations beaucoup plus ambivalentes. Et cette histoire de la robotique dans cette perspective devient une branche d'une histoire des marionnettes et d'une histoire des poupées. Par exemple, moi, j'ai une amie au Japon qui a une profession très particulière. Elle est directrice d'une agence de voyage pour peluches. C'est-à-dire qu'elle a une agence de voyage qui fait voyager les peluches des gens. Alors, ça a l'air d'être très excentrique, mais son entreprise marche très bien. Elle a 400 clients réguliers qui envoient ces peluches pour voyager. Et là, on se rend compte que le rapport des gens aux peluches peut être très fort, comme avec un animal, ou avec un humain. Ce n'est pas pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la différence et comment on peut penser ces différences. La dernière question qui articule le livre L'animal et l'avenir de l'homme et à quoi sert l'homme. Les titres sont d'une provocation éclairante. D'une part, il s'agit de montrer l'enjeu de la défense des animaux qui concerne le passé et le futur même de l'humain dans la tessiture éthique constitutive. D'une autre part, il s'agit de réfléchir à notre humanité face à la catastrophe écologique existante et au désastre humaniste potentiel de l'élimination de l'animalité pour la machinisation du monde. Pourriez-vous commenter un peu les défis du temps présent en les éclairant, si possible, avec vos propositions d'une biotique de la réciprocité, d'une dette infinie de l'humain vis-à-vis de l'animalité et d'une ressource animiste d'aujourd'hui? Oui, alors, il me semble que l'une des dimensions les moins commentées du désastre de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé l'assèchement du monde. C'est-à-dire que dans une perspective von Huxleyenne, dans une perspective biosémiotique, chaque agent vivant n'est pas simplement un élément dans un dispositif écologique, d'échange énergétique, mais aussi d'émergence de signification. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une espèce disparaît, on a toute une catégorie de signification qui disparaît. Donc, avec toutes ces espèces qui disparaissent, on a un monde qui devient de plus en plus pauvre en termes de signification. Alors, dans ce contexte, on est aussi confronté à des défis éthiques. Vous avez évoqué la question de la dette infinie. La dette infinie se réfère à la philogenèse, c'est-à-dire que nous sommes tous le résultat d'une histoire longue du vivant, et nous avons une dette vis-à-vis de cette histoire et vis-à-vis de tous ceux qui ont participé à cette histoire. Et c'est aussi une approche, c'est aussi une réflexion qui s'ouvre sur le futur pour moi, puisque la question que je me pose, c'est avec l'émergence de cette animalité artificielle, avec l'émergence
dispositif technique animalisé qui prend de plus en plus d'un statut animaux. On a parlé on a évoqué le Tamagotchi, on pourrait évoquer aussi les mondes numériques virtuels, par exemple la possibilité d'aller dans des univers virtuels avec des créatures avec lesquelles on va interagir, des écosystèmes artificiels dans lesquels on peut vivre relativement longtemps, des mondes virtuels persistants, comme on dit. J'aime pas la notion d'ailleurs de monde virtuel, je préfère monde numérique, parce qu'ils sont tous virtuels, comme on peut s'en rendre compte à maintes reprises. Bref, il y a là un défi écologique et évolutionniste vis-à-vis du vivant biologique qui est très préoccupant. Une première prise de conscience de ce phénomène de façon explicite a été donnée par la sociologue Sherry Turkle, qui travaille au MIT, qui était spécialisée sur les relations entre les enfants et les ordinateurs ou les robots. Et un jour, elle emmène à Orlando sa fille préadolescente au zoo d'Orlando après avoir été au Mickey World voisin. Et là, en face de Tortues des Galapagos, il y a sa fille qui dit « Tu ne trouves pas, maman, que ces tortues paraissent moins vraies que celles qu'on a vues à Disney World ?» Autrement dit, ce que cette jeune fille était en train d'expliquer à sa mère, c'est que les tortues robots lui paraissaient quand même plus intéressantes, plus réelles, plus dignes d'attention que des tortues réelles. Et là, on voit tout à coup la mère sociologue fait du coup une petite enquête autour d'elle auprès des autres adolescents pour savoir si c'est seulement sa fille qui a un problème psychiatrique grave ou si on a affaire à un problème de génération. Et elle se rend compte que beaucoup d'adolescents ont la même perspective. Et là, on voit deux choses. La première, très intéressante dans cette anecdote, on voit deux choses très intéressantes. La première, c'est la compétition entre une animalité artificielle émergente et une animalité biologique. Et deuxièmement, le fait que un paramètre important dans cette confrontation est celui de la séduction, et en particulier de la séduction vis-à-vis de l'humain. C'est-à-dire que on se rend compte de plus en plus pour un certain nombre d'agents vivants biologiques, d'animaux en particulier, être aimé par des humains, être séduisant pour des humains est un facteur de survie qui est aussi important que celui de pouvoir attraper des proies ou pouvoir se reproduire. Regardez cet animal stupide qui est le panda, qui réussit le tour de force absolument fabuleux de pouvoir survivre parce qu'il séduit des millions de gens autour du monde. Et de ce point de vue, le panda est exemplaire. Donc on a un double mécanisme qui se met en place entre une compétition entre évolution biologique et évolution d'une animalité artificielle ou de vivant artificiel, et le paramètre de la séduction qui joue un rôle fondamental dans ce dispositif. Et donc la question qui se pose est de savoir vers quoi on va. C'est le biologiste anglais Richard Dawkins qui avait parlé d'une évolution de l'évolutionnabilité, c'est-à-dire qu'il se demandait si l'évolution n'était pas elle-même en train de s'adapter, de même que les animaux s'adaptaient à l'évolution. Et là, on a un exemple qui me semble assez clair. Avec la possibilité de voyages spatiaux, avec la possibilité de transformation des êtres vivants, des agents vivants par la génétique, par les biotechnologies, on a un espace qui est en train de se construire, un espace du vivant qui est en train de se construire, qui est en rupture avec celui qu'on avait vu, parce que la domestication était, somme toute, un processus extrêmement lent et peu disruptif par rapport à ce qui est en train de se produire. Donc, une tâche du philosophe, me semble-t-il, est d'essayer de penser à ce qui se passe, de penser à ces transformations du vivant et aux façons de construire des vies à l'intérieur de ces transformations.
du monde qui est en train de se mettre en place. Justement, en quel sens l'animal est le futur de l'humain? Alors, Eh bien, il y a un film que j'aime beaucoup, que vous avez sûrement vu, c'est Blade Runner, à partir d'un roman de l'écrivain de science-fiction Philippe Clinton Dick. Comme vous vous en rappelez, dans ce roman, on a des réplicants qui sont des robots hyper perfectionnés qui veulent prendre le pouvoir sur Terre. Et les humains, en fait, mettent en place des alliances avec les animaux contre les robots. Et en particulier, le chasseur de réplicants n'a qu'une façon de faire la différence entre les réplicants et les humains, c'est de leur faire passer des tests. Et il est très intéressant de remarquer que toutes les questions du test portent sur les relations entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire que la relation homme-animal permet d'être discriminant entre les humains et les robots. Et au-delà de ça, ce qu'on voit dans ce film, c'est donc l'alliance entre les humains et les animaux pour pouvoir survivre par rapport à des entités artificielles qui vont les envahir. Par rapport au travail que je fais actuellement, je développe une perspective que j'appelle zoofuturiste, qui est un pas de plus par rapport aux communautés hybrides dont je parle en 1995, puisqu'il ne s'agit pas de vivre avec les autres animaux, mais il s'agit d'essayer de vivre dans les autres animaux et de s'ouvrir aux autres animaux. Autrement dit, de s'engager dans un processus d'animalisation. parfait. Merci beaucoup, Dominique Lestel. Merci beaucoup de vos questions et de ce dialogue. Merci.